Elle. Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le retrait annoncé de l'AFC M23 d'Ouvira reste incertain. Sur le terrain, les combattants sont toujours présents tandis que Kinshasa dénonce une manœuvre de communication entre pression diplomatique et réalité sécuritaire. L'annonce suscite plus de doutes que d'espoir. Et aux dernières nouvelles, les éléments de l'AFC M23 seraient en train de quitter la ville d'Ouvira. Ils auraient promis de quitter complètement Ouvira d'ici demain. À Kinshasa, l'heure est à la prudence et au scepticisme. Et puis, lors de la première édition de la conférence annuelle du service public, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a présenté l'état d'avancement de la couverture santé universelle en RDC. Parmi les avancées, la gratuité de la maternité depuis septembre 2023, déjà bénéfique à plus de 2,6 millions de femmes et nouveau-nés, ainsi que la réhabilitation des infrastructures sanitaires. À l'international, le Nigeria lancera en mars 2026 un fonds d'1 milliard de dollars pour soutenir les startups de l'économie bleue et du secteur maritime afin de diversifier son économie et réduire sa dépendance au pétrole. Merci de nous rejoindre à l'antenne de Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Annoncé comme un geste de bonne volonté, le retrait de l'AFC M23 d'Ouvira continue de susciter scepticisme et prudence alors que le mouvement affirme que ses forces quitteront totalement la ville d'ici demain et appelle la population au calme. Leur présence sur le terrain alimente encore les doutes de Kinshasa qui y voit une manœuvre de communication entre annonces rassurantes, pression diplomatique et réalité sécuritaire. L'avenir immédiat d'Ouvira reste incertain. Daniela Kalala. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, l'Alliance Fleuve Congo, branche politique M23, a affirmé vouloir se retirer de la ville qu'elle occupe depuis plusieurs jours. Une annonce présentée comme un geste de bonne volonté sous pression diplomatique internationale, notamment américaine. Mais 48 heures plus tard, les combattants sont toujours là. Des habitants d'Ouvira confirment la présence visible des éléments du M23 dans plusieurs quartiers de la ville. Aucun mouvement massif des retraits n'a été observé, ni remplacement par les forces congolaises ou une force neutre. Selon l'AFC M23, ces retraits restent conditionnés. Le groupe évoque la nécessité des garanties sécuritaires, la protection des civils et les déploiements préalables d'une force internationale ou régionale. Autrement dit, les départs n'est pas immédiat, mais soumis à des préalables. À Kinshasa, le gouvernement congolais se montre sceptique. Les autorités dénoncent une manœuvre de communication, estimant que l'annonce vise surtout à apaiser la communauté internationale sans changement réel sur le terrain. Pour le pouvoir congolais, il s'agit d'une diversion qui modifie en rien l'occupation de la ville. Cette situation entretient le flou et fragilise davantage le processus de paix. Les décalages entre les déclarations officielles et la réalité observée à Ouvira alimentent la méfiance aussi bien chez les autorités que chez les populations locales prises en étau entre annonces politiques et incertitudes sécuritaires. En l'absence d'un mécanisme indépendant de vérification, le retrait de l'AFC M23 reste pour l'instant une promesse non tenue. À Ouvira, la guerre de communiquer se poursuit pendant que l'attente d'un véritable retour à la normale continue. Face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a demandé aux OPJ et magistrats de poursuivre toute personne diffusant des fausses informations. Dans un communiqué mardi, il dénonce les rumeurs et campagnes de désinformation sur l'agression de la RDC par le Rwanda et le M23. Et
Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, a présenté l'état d'avancement et les perspectives de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo à l'occasion de la première édition de la conférence annuelle du service public tenue à Kinshasa, érigée en priorité nationale par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La couverture santé universelle vise à garantir à chaque Congolais un accès équitable à des soins de santé de qualité sans risque d'appauvrissement. Le ministre a dressé un diagnostic sans complaisance du système de santé, longtemps marqué par la faible qualité des soins, le manque de personnel qualifié, des infrastructures vétustes et l'absence de protection financière des ménages. Malgré ces défis, des avancées notables ont été enregistrées, notamment la gratuité de la maternité effective depuis septembre 2023 qui a déjà bénéficié à plus de 2,6 millions de femmes et des nouveau-nés, ainsi que la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures hospitalières à travers le pays. Pour assurer la pérennité de la réforme, le gouvernement a mis en place des mécanismes de financement innovants tels que la taxe de promotion de la santé et l'assurance maladie obligatoire. Le ministre a réaffirmé l'engagement de l'exécutif à faire de la couverture santé universelle une réforme ambitieuse et irréversible, essentielle au développement humain et économique de la RDC. Je voulais suivre le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, dans cet extrait. Et puis, le Parlement a adopté le projet de loi portant réforme de la loi foncière, un texte très attendu dans un pays où les conflits liés à la terre demeurent l'une des principales sources de tensions sociales et judiciaires. Pour Maître Moïse Pika, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, cette réforme marque une avancée majeure vers une meilleure sécurisation foncière, même si son efficacité dépendra de son application sur le terrain. Dieu merci, Vovo. Le projet de loi portant réforme de la loi foncière est désormais adopté au niveau du Parlement. Un texte très attendu dans un pays où le conflit lié à la terre reste l'une des principales sources de tensions sociales et judiciaires. Pour Maître Moïse Pika, avocat du barreau de Kinshasa-Matete, cette réforme constitue une avancée majeure. Il salue un texte qui, selon lui, vient corriger plusieurs insuffisances de l'ancienne loi et poser le base d'une meilleure sécurisation foncière. D'abord, je voudrais dire que la base de la matière ici, c'est l'article 9 de la Constitution, qui dispose que l'État exerce une souveraineté permanente sur les sols, les sous-sols, les eaux, les forêts et consorts. Arrêtons-nous seulement sur les sols et les sous-sols. C'est-à-dire que l'État est le maître de son sol et de son sous-sol. Alors, il y a presque 52 ans, après la promulgation de la loi dont vous avez cité, la loi dite foncière de 1973, cette loi n'a été jamais réformée. Mais aujourd'hui, notre pays, après les projets de loi déposés ou votés par le Parlement, déposés donc par les ministres du secteur et votés par le Parlement, d'ailleurs qui attend la promulgation par les chefs de l'État. Les projets de loi ou encore cette loi va encore apporter beaucoup sur les secteurs fonciers. Je voudrais rappeler que le secteur foncier est un secteur très sensible parce que il n'y a pas d'État, il n'y a pas de nation ou d'État sans sol ou sans sous-sol. Donc, c'est un secteur très sensible. Selon cet avocat, l'un des principaux apports de la réforme réside dans la clarification des procédures d'attribution et de reconnaissance des droits de propriété, longtemps à l'origine des litiges entre communautés, familles et investisseurs. Nous sommes très contents du fait que 52 ans après, la loi dite foncière, la loi de 1973, a été réformée et qu'avec les nouvelles réformes, le secteur foncier sera sécurisé. Toutefois, Maître Moïse Pika souligne que le succès de cette réforme dépendra surtout de son application effective sur le terrain. Il appelle à la formation des agents publics, à la sensibilisation des populations et à une volonté politique constante. Adoptée dans un contexte marqué par de nombreux contentieux fonciers, cette réforme suscite ainsi l'espoir d'une réduction durable des conflits. Adoptée dans un contexte marqué par de nombreux contentieux fonciers, cette réforme suscite ainsi l'espoir d'une réduction durable des conflits des terres, à condition que les textes d'application suivent rapidement. Autre chose, les étudiants de l'Université catholique du Congo
ont pris part mardi 16 décembre 2025 à la conférence débat autour du thème Jeunesse, résolution 2250 et droits humains à prévenir l'extrémisme violent et renforcer la paix en RDC dans le cadre de la célébration des 10 ans de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Journée internationale des droits de l'homme afin de s'engager en tant qu'acteur du changement. Didier Ilunga et Giscard Tamba, témoins de l'événement. C'est dans la salle de lecture de l'Université catholique du UCC qu'a eu lieu une conférence débat organisée dans le cadre de la célébration de 10 ans de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, couplée à la Journée internationale des droits de l'homme. L'activité a été organisée par le Club de droits de l'homme de l'UCC en collaboration avec Pamo Diapis et Tobongisa ASBL. Parmi les intervenants, le panéliste Fiston Djonga, s'exprimant au nom du Conseil national de la jeunesse, a réaffirmé la volonté de la jeunesse congolaise de s'impliquer activement dans la défense de la mère patrie, particulièrement en cette période de crise sécuritaire, tout en appelant au rejet des discours de haine. Il revient de notre responsabilité en tant que représentant, en tant que l'un parmi les cadres de la jeunesse congolaise, d'intensifier justement la sensibilisation pour la lutte contre l'extrémisme violent et surtout la consolidation de la paix. Nous sortons avec affirmation et avec joie que la jeunesse a attendu ce qu'elle est appelée à faire, ce qu'elle est appelée à jouer comme rôle dans la société pour lutter contre l'extrémisme violent, pour lutter contre les discours de la haine. De son côté, le président des étudiants, Emmanuel Kounda, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement et à la réussite de cette activité. Pour la jeunesse, espoir de demain, nous ne pouvons pas cultiver ces discours de haine pendant que nous devons vivre ensemble et développer notre pays. Pour sa part, Anna Jackie Kitoga, coordonnatrice nationale du secrétariat technique national de la résolution 2250 en RDC, s'est montrée optimiste quant à l'engagement et à la mobilisation de la jeunesse congolaise. Lorsque un agriculteur est en train de jeter de la semence, il ne porte pas espoir. Et moi, je ne porte pas espoir. La demande qui a été formulée à la fin nous prouve l'importance accordée à cet agenda, l'importance accordée à l'agenda de la jeunesse de manière globale. Il convient de noter que l'objectif principal de cet échange était de sensibiliser et d'impliquer la jeunesse congolaise en tant que pilier et moteur dans la mise en œuvre de la résolution 2250 sur la jeunesse, la paix et la sécurité en vue de promouvoir une jeunesse actrice du changement et une paix inclusive en République démocratique du Congo. Et la Coupe d'Afrique des Nations avance à grands pas. Le continent noir a eu des très bons attaquants et des très grands milieux de terrain. Mais qu'en est-il des gardiens de but? Pourtant, certains ont brillé dans les championnats européens, même s'ils n'ont pas évolué dans des très grands clubs. Les détails avec Blaise Kouzola. Né le 20 juillet 1955 à Dizangué, Thomas Nkono est l'un des grands gardiens de but que l'Afrique ait connu. L'ancien lion indoptable du Cameroun passé par les canaux de Yaoundé s'est révélé à la face du monde à l'Espagnol de Barcelone. Le club catalan fut le premier club européen à engager un gardien noir. Vainqueur de la CAN en 84, Nkono a été 2 fois joueur africain de l'année en 1979 et en 82. Encore un autre Camerounais, né le 8 octobre 1954 à Mwandé au Cameroun, Joseph-Antoine Bell est également considéré comme l'un des meilleurs gardiens africains de tous les temps. Rival de Thomas Nkono en sélection, il a fait la majeure partie des carrières en Afrique et débarque en Europe à l'âge de 31 ans. Il reste 3 ans à Marseille avant de filer à Toulon pour une seule saison. Par la suite, il va jouer à Bordeaux. Âgé de 35 ans à l'époque, il avait une mission à Bordeaux, remplacer Dominique Dropsy, ce qui est chose faite avec la 2e place de Girondins en 89-90. Mais l'année suivante est difficile pour son club qui se voit rétrogradé en D2. En 1991, il quitte Bordeaux pour l'AS Saint-Étienne où il termine sa carrière à l'âge de 40 ans. Également
vainqueur de la CAN en 84 et 88. Il est le gardien de but africain le plus titré et Sameddine Kamal Taoufik El Hadari, plus connu sous le nom de Sam El Hadari, a été élu meilleur gardien de but d'Afrique à 3 reprises consécutives, 2006, 2008 et 2010. Formé dans le club de Domiat, il y a joué entre 93 et 96 avant d'être transféré à Al Ahly en 96. Après 12 ans passés au club, le bouffon africain s'engage en Suisse avant de revenir en Afrique. Il a joué 5 finales de la CAN et en a perdu une seule en 2017 contre le Cameroun. Le Nigérian Vincent Eneama est l'un des meilleurs gardiens de but africains de ces dernières années. Né le 29 août 82 à Aba au Nigeria, le Super Eagles qui a joué au LOSC, souvent désigné comme le tireur de pénalty de son équipe. Il a alors marqué un total de 27 buts dans sa carrière. Il possède la seconde plus longue période d'invincibilité en Ligue 1 derrière Gaëtan Ward. Il a également remporté la CAN 2013 avec le Nigeria. Né à Douala le 18 février 1984, Idriss Carlos Kameni est une valeur sûre du football africain en Europe. Le géant portier camerounais a grandi dans les rues du quartier de Biem Assi où il commence à taper dans le ballon comme la plupart des jeunes du Cameroun. Paradoxalement, c'est en tant qu'avant-centre qu'il fait ses débuts dans l'équipe du lycée de Biem Assi. Il commence sa carrière internationale avec les Olympiques du Cameroun et remporte la médaille d'or des Jeux Olympiques d'été en 2000. Il a notamment participé à plusieurs compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations qu'il remporte en 2002 en tant que deuxième gardien et finaliste de l'édition 2008 en tant que gardien titulaire. Il participe également à la Coupe du Monde en 2002 et en 2010 toujours en tant que deuxième gardien. Vous venez là de suivre un reportage de Blaise Kouzola, qui est d'ailleurs notre intervenant de ce soir. Je lui dis bonsoir. Bonsoir Blaise. Bonsoir Damani Mujinga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, on vient de suivre votre reportage où vous avez fait une historique justement des meilleurs gardiens de tout le temps. Pourquoi avoir fait ça? Bon, en fait, c'est une on va dire, particularité que l'on a un peu instauré ici à Géopolis. Vous savez, la CAN va débuter ce dimanche. Alors, nous, à notre niveau, on essaye de remettre un peu les gens dans le bain de cette compétition, historiquement parlant, ce qui se passait dans les records et autres. Autrefois, on a parlé de meilleurs entraîneurs, les entraîneurs les plus célèbres. On a parlé de meilleurs buteurs de tous les temps. Et aujourd'hui, on parle de deux gardiens. Et demain, on parlera d'autres choses. Donc, c'est un peu une sorte de suite logique que nous avons un peu mise en place pour nous permettre de donner à notre fidèles téléspectateurs un peu déjà l'avant-goût de cette compétition et de leur rappeler ce qui s'est passé dans les temps anciens, qu'ils puissent un peu en savoir un peu plus. C'est un peu comme de la culture générale, on va dire, dans le monde de sport. Alors Blaise Kouzola, à quelques jours de la CAN, pouvez-vous nous dire comment se portent les léopards de la République démocratique du Congo? En effet, les léopards se portent très bien, Damani Mujinga. Hier, ils ont disputé un match amical face à la Zambie, match dans lequel ils ont remporté sur la marque de 2-0 avec 2 buts d'Arthur Maswaku et de Rocky Bouchiri. Le match s'est joué à Murcie, en Espagne, là où la RDC a donc mis son camp d'entraînement afin de pouvoir se préparer. Et le moral est au zénith, selon l'information du jour. C'est le forfait du milieu de terrain de l'Anderlecht, Mario Stroyskins, qui a été blessé et qui sera remplacé par quelqu'un qui sera un peu un revenant, qui a fait son apparition pour la dernière fois. Ça date de moi. Il s'agit du revenant Gaël Kakuta, que beaucoup avaient besoin en équipe nationale, puisqu'il est en train de faire une très belle saison avec son équipe turque de Sakaryaspor en 2e division du championnat turc. Donc, 28 joueurs au total qui sont appelés par Sébastien Desabre pour préparer cette compétition. On doit le rappeler que les Léopards sont dans le groupe D avec le Bénin, le Sénégal et le Botswana. Les Bénin d'ailleurs qui vont jouer le 23 décembre prochain
à 13h à Rabat. Et ensuite, il y aura les Sénégal et puis le Botswana. Donc, les hommes de Dessab se préparent tout en sachant qu'ils ont une carte à jouer dans cette compétition, étant donné que la dernière apparition, les Léopards ont fini 4e. Donc, certainement, il faudrait faire mieux, mais dans l'humilité et dans la concentration. Donc, les Léopards sont là, ils vont certainement quitter la ville d'Alicante ou bien la région d'Alicante et le pays d'Espagne déjà autour de jeudi ou de vendredi pour aller Rabat, afin de peaufiner le dernier service. Très rapidement, Blaise Kouzola, toujours dans l'actualité, il y a quand même cette polémique-là que le Nigeria aurait justement déposé une plainte contre les Léopards de la RDC, contre l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Alors très rapidement, le Nigeria, comme vous l'avez dit, a déposé une plainte contre la République du Congo. Dans cette plainte-là, il est dit que la RDC aurait près de 7 joueurs qui ont joué, mais de manière illégale. C'est-à-dire que ce sont 2 joueurs qui porteraient une double nationalité, ce qui est contraire à la législation congolaise et à sa constitution. Mais maintenant, cette plainte-là, ben oui, c'est une plainte, mais elle n'est pas cohérente dans le sens où nous sommes devant la FIFA. C'est la FIFA qui est l'organe fêtière du football dans le monde. Et la FIFA n'est pas un pays où la FIFA n'est pas comme dans la Constitution. Parce que beaucoup de gens confondent entre avoir une nationalité de naissance et une nationalité qu'on appelle nationalité sportive. Une nationalité sportive peut être acquise à tout moment. Et c'est la seule nationalité que la FIFA connaît, que la FIFA accepte et reconnaît. Donc, pour le cas de ces joueurs, je peux citer un, Wan-Bissaka, qui a passé tout son temps en Angleterre. Wan-Bissaka, c'est vrai, est un binational parce qu'il est né en Angleterre, mais de parents congolais. Il a accepté de jouer pour la République démocratique du Congo et il a accepté de changer sa nationalité. Son nom est à ce jour répertorié dans les sites officiels de la FIFA reconnaissant Wan-Bissaka international congolais, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé sa nationalité adoptive, je peux dire, ou bien sa nationalité de naissance, mais il a plutôt changé sa nationalité sportive. Donc il a accepté de jouer pour son équipe, l'équipe de ses parents. Donc voilà un peu un éclairage par rapport à ces dossiers qui essayent de couler un peu d'encre et de salive. Les Congolais doivent être calmes, il n'y aura en tout cas rien, et la FIFA sait exactement ce qu'elle fait. Voilà, merci à vous Blaise Kouzola pour cette intervention. Je vous remercie Damani. Poursuivons ce journal à l'approche des fêtes de fin d'année, période traditionnellement marquée par une forte densité du trafic. Les autorités ont choisi d'engager des travaux de réparation sur le boulevard Congo-Japon ex-poids lourd au niveau du tronçon Bas-Apollo, une décision qui n'enchante pas les usagers et entraîne des embouteillages interminables. Gigi Nende. Les conséquences de cette dégradation sont multiples et préoccupantes. Les motos, qui représentent une part importante du trafic, peinent à naviguer sur cette route abîmée, ce qui entraîne des accidents. Les automobilistes et les piétons ne sont pas épargnés, car ils se retrouvent coincés dans des files d'attente interminables, aggravant leur stress et leur frustration. En plus des désagréments quotidiens, la dégradation de la route pose également des problèmes de sécurité. La circulation sur une seule bande augmente le risque de vol, mettant en danger la vie des usagers. Les riverains subissent également les nuisances sonores et la pollution générée par ces embouteillages. Il est donc urgent que les autorités prennent conscience de l'ampleur de la situation et agissent rapidement pour remédier à ce problème et permettre un flux de circulation fluide et sécurisé. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières nationales. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la page internationale. Au
Ghana, la noix de cajou représente le deuxième produit agricole d'exportation après le cacao. La question du prix d'achat aux producteurs est au centre des préoccupations des acteurs de la filière au début de chaque campagne de commercialisation. Daniela Kalala. Au Ghana, le prix minimum d'achat du kilogramme de noix de cajou brute auprès des producteurs est fixé à 12 cédis pour le compte de la campagne 2025-2026. Ces tarifs affichent une baisse de 20% par rapport à celui de 15 cédis qui était en vigueur durant la campagne précédente. Si les raisons expliquant cette baisse n'ont pas été évoquées, la TCDA précise toutefois que cette décision a été prise de commun accord avec les différents acteurs de la filière, producteurs, agrégateurs, commerçants, exportateurs et transformateurs en vue de renforcer la concurrence sur le marché local. Pour l'heure, aucune prévision de récolte n'est encore officiellement formulée par la TCDA. Toutefois, un rapport publié en novembre dernier sur le marché ouest-africain de la noix de cajou par l'analyste et expert international Jim Fitzpatrick estime que la production ghanéenne pourrait se situer entre 160 000 et 170 tonnes en 2025. Ces projections qui restent à confirmer permettraient au Ghana de conforter sa position de 5e producteur ouest-africain de noix de cajou derrière la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Nigeria et le Bénin selon le rapport. Je l'avais dit en titre, le Nigeria lancera en mars 2026 un fonds d'1 milliard de dollars destiné aux startups de l'économie bleue et du secteur maritime. L'initiative permettra de soutenir les entreprises locales, d'attirer des investisseurs et réduire la dépendance du pays aux revenus pétroliers. En soutenant les startups par des capitaux, des formations et une exposition internationale, les fonds entendent réduire ces contraintes liées au secteur maritime et à l'économie bleue. Le promoteur du projet estime que la structuration de l'écosystème local facilitera l'entrée des fonds d'investissement et de partenaires industriels. Cette annonce intervient quelques semaines après le retour du Nigeria au Conseil de l'Organisation maritime internationale, l'OMI, après 14 ans d'absence. Fin novembre 2025, les pays a été élu au Conseil de l'OMI pour le mandat 2026 dans la catégorie C qui regroupait les États ayant des intérêts particuliers dans le transport maritime. Les ministres des Affaires maritimes et de l'économie bleue, Adegboyega Oyetola, a présenté cette élection comme un signal de reconnaissance des réformes engagées et des efforts de sécurité menés dans le golfe des Guinée. Selon lui, ces retours devraient dynamiser le secteur, renforcer les partenariats internationaux du pays, améliorer son accès à l'assistance technique et accroître la confiance des investisseurs. Faisons à présent un tour dans les différents kiosques à journaux qui ont paru ce mercredi 17 décembre, allais-je dire, dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon Malte. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Géopolice Hebdo revient sur la mise au point du chef de l'État mardi 16 décembre 2025 à Kinshasa lors du lancement des conférences annuelles du service public. Félix Tshisekedi y déclare « Lorsque je dénonce parfois avec des mots durs l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour le mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité. » Selon lui, il s'agit de placer l'État face à ses responsabilités et de rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. Il évoque les doublements des rémunérations, l'intégration au régime spécial de sécurité sociale, la prise en charge de la retraite et des risques professionnels avant d'ajouter « La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est dans l'indifférence organisée ». La référence plus évoquant le même sujet adopte un ton critique et s'interroge. Après 7 ans de pouvoir, le président sait-il que des militaires appelés à réguler les embouteillages à Kinshasa vivent toujours le Mbote Alikassou? La consoeur affirme aussi que les éléments de la garde républicaine auraient été détournés de leur mission pour devenir gardiens des carrières minières ou commandeurs
Une situation qui, selon elle, n'a pas été observée avant 2019. Sur le front sécuritaire, le potentiel parle d'un sentiment des déjà-vus après la prise d'Uvira. Le quotidien décrit un schéma où Paul Kagame avançait sur le terrain en misant sur une relative tolérance occidentale. Mais, écrit-il, le scénario s'est brisé net car Uvira constitue un seuil politique et militaire. Le journal révèle ce qu'il appelle un moment de bascule, un échange téléphonique direct entre la vice-présidente américaine et Paul Kagame au ton ferme et sans ambiguïté. Avec un message clair, sans retrait rapide, les conséquences seront immédiates, lourdes et irréversibles, y compris l'éventualité d'un retrait du Rwanda du système SWIFT. Le phare estime pour sa part que l'annonce du retrait de l'FCM23 d'Uvira, largement relayée sur la toile congolaise, ne doit pas tromper. Selon le confrère, ce n'est pas l'FCM23 qui se retire, mais l'armée rwandaise. Présente en RDC, l'FCM23 n'étant qu'un figurant destiné à congoliser la crise sécuritaire et à voiler l'agression rwandaise. Dans la même veine, Info 27 écrit que le signal n'est pas venu du front, mais des capitales. Le média souligne une condamnation internationale rare par son ampleur et une mobilisation coordonnée de Washington, de l'Union européenne et d'instances onusiennes. Il note aussi que Kinshasa a changé des registres avec une stratégie de communication offensive visant à documenter les exactions et à placer les partenaires internationaux face à leurs responsabilités, tout en relevant que les preuves des faits restent celles de la crédibilité du retrait annoncé. Enfin, Forum 2As rapporte que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé-Mambou, hausse le ton contre le faux bruit autour de la guerre imposée de l'extérieur et de l'intérieur. Il met en garde les auteurs, co-auteurs et complices et prévient que les dossiers ouverts seront traités avec la plus grande célérité. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Place au rappel des titres. Le retrait annoncé de la FCM23 d'Uvira reste incertain sur le terrain. Les combattants sont toujours présents tandis que Kinshasa dénonce une manœuvre de communication entre pression diplomatique et réalité sécuritaire. L'annonce suscite plus de doutes que d'espoir. Aux dernières nouvelles, les éléments de la FCM23 seraient en train de quitter la ville d'Uvira. Ils auraient promis de quitter complètement Uvira d'ici demain. À Kinshasa, l'heure est à la prudence et au scepticisme. Et puis, lors de la première édition de la conférence annuelle du service public, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a présenté l'état d'avancement de la couverture santé universelle en RDC. Parmi les avancées, la gratuité de la maternité depuis septembre 2023, déjà bénéfique à plus de 2,6 millions de femmes et nouveau-nés, ainsi que la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Enfin, le Nigeria lancera en mars 2026 un fonds d'1 milliard de dollars pour soutenir les startups de l'économie bleue et du secteur maritime afin de diversifier son économie et réduire sa dépendance au pétrole. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre confiance et votre fidélité à Géopolis Télévision. Passez une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Vous a été présenté par Font des promotions de l'industrie.